Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un bibliovlog que je vais commencer à tourner à 4 jours du passage du bibliobus. Voilà, on dirait que je n'apprends pas. Plus ça passe, plus ça va, moins j'apprends. Dites donc. Donc, qu'est-ce que j'ai emprunté au bibliobus ce mois-ci? Et ben voilà. Tadam! Attendez, on fait un moment miniature. Là. Donc, je parlais avec une de mes collègues, prof de français, qui adore aller en bibliothèque. Et on a une heure de fourche ensemble, donc on discute souvent ensemble de ce qu'on lit, et elle avait emprunté Le carnet de l'apprenti écrivain par Susie Morgenstern et Theresa Braun. Ce sont à mon avis des Allemandes, et donc en fait c'est un livre tout génial, mignon, tout plein. Voilà, c'est un carnet en fait pour stimuler la créativité dans l'écriture. C'est illustré, il y a de la place pour écrire, donc forcément moi ici je vais pas le faire. Elle m'en avait parlé et j'étais curieuse, je m'étais dit mais tiens, si je regardais un petit peu ce que ça vaut, peut-être que je peux m'en inspirer pour des challenges, créations, etc. Et donc il y a à chaque fois des petits extraits parfois. Là on a pour la première page un extrait de Kafka, et puis c'est suivez les instructions de Kafka. Quelle est l'idée qui se présente à vous? Parfois donc c'est l'inspiration des auteurs, de proverbes. On a par exemple ce proverbe arabe, c'est bien de connaître la vérité, mais c'est mieux de parler des palmiers. Et vous, comment fouillez-vous la réalité? Vous allez vous promener, vous vous bouchez les oreilles, comment faites-vous? Donc c'est plein de prompts comme ça, et ça invite vraiment à l'écriture. Honnêtement, c'est pas un livre que je vais utiliser, mais je l'ai feuilleté et ça m'a fait beaucoup de bien, et ça m'a donné quelques idées. C'est le style d'ouvrage que j'adore en tant que prof, et qui me fait regretter de ne pas être prof de français en toute honnêteté. Vraiment. Bref, si vous cherchez un moyen d'être créatif en étant dans l'écriture, je vous conseille ce carnet. Alors, j'avais prolongé le nettoyage ethnique de la Palestine par Ilan Pape. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne sais toujours pas. Je l'ai encore prolongé là, puisque le bibliobus passe mercredi et il est énorme à lire, et que c'est écrit petit en plus, c'est pas écrit très aéré pour un grand format, donc je vais le lire. Je vais pas le rendre au bibliobus sans l'avoir lu, ça c'est sûr. Et j'avais commandé et je les ai reçus, ces 4 mangas, et donc le premier tome est ici, c'est Le mari de mon frère de je suis désolée, hein, j'ai étudié un tout petit peu de japonais, mais ça remonte à trop longtemps. Gangoro Tagame, quelque chose dans le genre, je pense que ça doit se prononcer sensiblement comme ça. Je sais en fait que l'histoire, enfin le manga, on en parle depuis sa sortie, et là bah, la saga est complète, donc ce qui m'arrange, comme ça j'ai pu prendre les 4 d'un coup. On va suivre en fait l'histoire de ce monsieur qui avait un frère jumeau qui est décédé, et ce frère jumeau a épousé un Canadien, Mike Flanagan, comme je vois dans le résumé, et donc il débarque au Japon suite au décès de son mari pour rencontrer sa famille, je pense bien en fait, je pense qu'ils s'étaient pas rencontrés avant, et donc bah, il va accueillir, c'est Yaichi, je vois le nom du personnage principal, il va accueillir le beau-frère homosexuel chez lui, et il sait pas comment il doit se comporter, et puis alors il y a la petite fille Kiana qui est là et qui va peut-être aider à ce que la relation se passe bien. Voilà, j'aime bien parce que le premier chapitre, ça s'appelle déjà L'invasion étrangère. Est-ce que le Z doit sortir un petit peu de ce livre? Donc bref, j'ai trop hâte de le lire, honnêtement. Dès que j'ai fini mon travail ici dans mon bureau, c'est ça que je lis ce soir, donc je sais que je vais vous retrouver très vite pour vous en parler. Vous aurez au moins 2 plans séquences pour ce vlog. Et puis le dernier livre que j'ai emprunté, c'est les poèmes de Sappho. Voilà, ils sont arrivés un petit peu trop tard pour que je puisse organiser une lecture commune ou vous en parler lors de mon Plan With Me de février, puisque c'était l'autrice que j'avais décidé de mettre à l'honneur en février. Voilà, j'ai déjà lu. Alors quand on dit qu'on a que des fragments de Sappho, eh ben on a que des fragments, hein. Voilà, donc il y a déjà toute une première partie où c'est une analyse
historique de son œuvre, un petit peu de biographie, etc. Donc ça c'est voilà, c'est tout ça. Donc c'est jusqu'à la page 70. Et donc personnellement, je n'ai lu que le début de ce truc parce que j'étais là en mode, moi je veux la lire elle et pas l'analyse d'un gars qui a fait la traduction quoi. Alors il parle un peu de sa traduction. Puis alors ce qui est bien dans cette édition, c'est que vous avez en fait le poème en grec et puis la traduction en face. Alors mon grec est trop loin donc ça servait à rien. J'arrive déjà à peine à déchiffrer certains mots qui sont là. C'est là que je me dis c'est vraiment dommage parce que j'ai appris, je savais faire des versions en grec, je savais traduire des choses et j'arrive plus, mais je me dis c'est quand même dingue le cerveau et la magie du truc parce que c'est totalement un autre alphabet que j'ai bossé pendant 5 ans hein, quand même. Et j'arrive encore à le lire en fait. Quand je dis certaines choses, si je sais lire en fait. Donc bref, j'ai lu les poèmes, la traduction. J'ai beaucoup aimé. Après, je suis pas une grande lectrice de poésie, donc je sais pas en dire grand chose, honnêtement. Alors, vous avez des passages qui sont vraiment bien conservés, on a beaucoup. Et puis alors, vous avez des pages. Là, c'est encore relativement bien conservé. Voilà, on avait un mot. Et puis alors, parfois, vous avez, j'en cherche un qui est vraiment vide. Voilà, vous avez juste ça. Donc là, on a des fragments. Mais en fait on sait traduire que 2 mots. Vous voyez. Donc c'est dommage, je suis sûre qu'elle avait une œuvre géniale en plus. Oh là là. Bref voilà. Donc oui, c'est cette page là que je voulais vous montrer. Je l'ai perdue. Voilà, et parfois on n'a que ça. Voilà. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Sappho, je vous encourage à la découvrir, juste tout simplement que pour le fait qu'elle soit passée dans la langue courante de tous les jours grâce à son nom et sur l'île où elle habitait. Je trouve ça assez fantastique et assez dingue. Et voilà. Voilà, donc là pour le moment c'est tout ce que je peux vous dire pour ce bibliovlog, puisque j'ai rien lu et donc j'en ai déjà prolongé un. Enfin si, j'ai lu aussi le carnet de l'écrivain, mais je l'ai pas lu, c'est pas un livre que vous lisez de A à Z très clairement. J'ai juste feuilleté de temps en temps quand je cherchais de l'inspiration pour certaines choses, pour l'école ou pour mes moments créatifs à moi. Et donc ben voilà, on en est. Donc le bibliobus passe mercredi, là au moment où je vous tourne cette séquence, on est samedi, ça va être un peu chaud donc pour tout lire, mais les mangas là c'est ma mission. Et comme je vous ai dit, le nettoyage ethnique de la Palestine, je vais le prolonger, je l'ai déjà prolongé parce que j'ai des services presse en fait à lire en priorité. Voilà, les services presse reprennent et donc il y a du taf. Bref, on se dit à très vite pour la suite de ce bibliovlog. Hey, ça va vous? Moi très bien. On est le mercredi 13 mars. Le bibliobus vient de passer, enfin il est toujours là, mais moi j'y suis passée. Et écoutez, je viens de décider que voilà, ce vlog allait être 2 sessions de bibliobus combinées en une, parce que même si j'ai blablaté dans la première... dans le premier segment, je suis plus revenue alors que j'ai lu mes mangas et entre temps bah, je suis retournée au bibliobus, donc voilà, je me suis dit que j'allais prolonger le truc pour avoir un petit peu de contenu quand même. Je sais pas si c'est intelligent par rapport à quoi? Par rapport au fait d'avoir des vues et ainsi de suite, mais je pense que ce sera plus simple et que comme ça vous pourrez vous mettre le vlog en podcast limite et ce sera très bien. Donc d'abord j'ai été rendre mes mangas, donc Le mari de mon frère, c'était en 4 volumes, en 4 tomes, donc ça se lit très bien. Je l'ai lu en une soirée samedi soir et j'ai oublié, enfin j'ai pas pris le temps plutôt de venir vous en parler de vive voix ici. C'était génial et tout mignon à lire. Je comprends que ce manga soit plébiscité, je peux que vous le recommander, que vous soyez membre de la communauté ou pas. Donc pour la petite histoire, on va suivre, alors je suis désolée, hein, j'ai oublié les prénoms des jumeaux, je crois que c'est Ryoji et Aishi, quelque chose en genre, les jumeaux. Et donc il y en a un
je crois que c'est Ryoji, qui s'est expatrié en fait au Canada, où il a rencontré Mike et ils se sont mariés ensemble, puisqu'au Canada la législation le permet. Et je dois dire que pour moi c'est vraiment très très bizarre de savoir que voilà, et de se dire que dans certains pays ce n'est pas possible, puisqu'en Belgique c'est possible depuis des années. Ça n'a même pas été il n'y en a pas eu de manifestation, quoi. On n'a pas eu la manif pour tous, etc. C'est passé comme une lettre à la poste à partir du moment où en fait c'est le législateur qui a pris la décision et qui n'a pas demandé l'avis de la population. Bref, c'était très bien comme ça. J'avais 17 ans, je m'en souviens. Je savais pas encore que j'étais bi, mais enfin si je le savais, mais j'avais pas tout réalisé. J'avais pas tout réalisé à ce moment-là. Et donc voilà, j'étais très très heureuse de ça. Et j'en ai 36 hein, maintenant si vous vous demandez, donc 37 bientôt, donc voilà, ça fait 20 ans ou 19 ans en gros. Et donc là on se retrouve au Japon, on suit Aichi qui est père de famille. En fait il est papa d'une petite fille et il vit avec sa petite fille, et le mari de son frère va débarquer parce que bien il y a un mois son frère jumeau est décédé là-bas au Canada. Et donc le mari vient rencontrer la famille de son défunt époux, qu'il n'avait pas rencontré à l'époque, puisque la famille était un petit peu éclatée, on va dire ça comme ça, même si Aichi va dire franchement j'ai même mon frère qui soit gay, etc. ça changeait rien pour moi. Sauf qu'en fait il a de l'homophobie internalisée qui est là, et le fait de rencontrer Mike, qui est ce grand Québécois canadien pardon, très cash, très authentique et spontané, ben ça va un petit peu faire bouger les lignes chez lui et le forcer à penser à certaines choses, se rappeler certains événements, mais également le faire évoluer dans sa pensée. Surtout que sa petite fille va tout de suite adorer son tonton Mike, comme elle l'appelle, et en être totalement gaga. Et on va assister au fur et à mesure des 4 tomes en fait à la création d'une nouvelle famille et se reposer en fait la question de se dire mais en fait c'est quoi une famille. Les personnages sont vraiment adorables. Pour moi c'était parfois un peu compliqué d'avoir le point de vue de Aichi, et puis en fait bah, c'est bien fait, c'est fait intelligemment de la part du mangaka. Le scénario est vraiment intelligent et vraiment bien torché, tout comme les personnages. Et donc, ben, on comprend en fait son point de vue, et je pense que c'est vraiment un manga qui permet d'éduquer sur ce que c'est l'homosexualité, sur ce que c'est les LGBT, et ce que c'est aussi la tolérance, et ce que c'est l'homophobie, quoi. Qu'est-ce que ça peut être comme comportement pour différents personnages. Voilà, et ça a interrogé de façon vraiment brillante via la petite fille qui est vraiment adorable. J'ai vraiment adoré ce manga, même si je vous dis en tant que membre de la communauté LGBT c'est pas toujours facile. Voilà, il y a certains passages tu te dis ouais voilà. Le manga est aussi parsemé à certains moments de culture avec Mike, on va dire ça comme ça. Et donc il vous informe sur certains points, sur le drapeau LGBT par exemple, etc. C'est des choses que nous on connaît, mais que voilà, qu'il est bon de rappeler ou de faire découvrir aux jeunes. Voilà, c'est un manga tout mignon, très bien fait. J'ai aimé que les personnages soient finalement un petit peu atypiques. C'est pas les personnages de manga qu'on peut voir, c'est un style un petit peu plus réaliste qui nous permet aussi de découvrir la culture japonaise de façon très chouette. Tu veux bien arrêter le chat? Et voilà. Je vais pas parler plus que ça du style du dessin parce que je m'y connais pas. Moi je lis pour lire plus que pour les dessins. Ça m'a semblé beau, mais voilà, j'ai pas un œil qui va vous permettre, ou des connaissances qui permettent de critiquer tel ou tel truc, telle ou telle planche. Donc voilà, pour moi c'était très bien comme lecture. Et puis j'ai plus rien lu d'autre pour le bibliobus. Donc comme je vous ai dit, j'ai prolongé le nettoyage ethnique de la Palestine, que je repousse un peu parce que je sais que c'est pas une lecture super chouette. Donc là je viens d'aller au bibliobus avec ma maman, et elle m'a trouvé ce livre dans un bac que je regarde pas très souvent, et donc je l'ai pris pour fêter, puisque vous savez, vous avez vu hein, il vient de sauter, le chat est là. Donc c'est Un jardin pour mon chat. Ça te plaît Nola? Regarde, je t'ai pris ça comme livre. Tu vas le lire? Regarde, c'est un jardin pour toi. Je crois qu'il en a rien à faire. Ok, il en a rien à faire.
Donc voilà ce que j'ai pris comme petit livre. Honnêtement c'est pour le feuilleter. Je pense que ça permet de mettre à l'honneur quelques plantes qui peuvent aider le chat ou que le chat va aimer. Là je viens de tomber sur les plantes toxiques pour les chats. On est plutôt sur des plantes d'intérieur, un petit peu d'extérieur. Le bien-être de mon chat, le froid hivernal, le chat et l'eau, etc. Donc écoutez, pourquoi pas. Ça va se feuilleter assez rapidement. Monsieur sera encore mieux dans cette maison. Sinon, bah, j'ai eu quasiment toutes mes réservations. Et celles que j'ai pas eues, je m'en souviens plus. Alors, j'ai cherché un titre qu'ils n'avaient pas. Et je suis tombée sur ce livre. Il va me tuer un jour ce chat. Il faut que je change mon bureau, franchement. Donc, qui s'appelle Activité manuelle à faire tout seul. Spécial temps libre des petits. Honnêtement, le livre, c'est le livre dans le pire état que j'ai eu des bibliothèques, puisqu'il vient d'une bibliothèque plus loin, etc. Et donc franchement c'est un peu, tu dis, ils n'ont pas de budget pour garder un truc comme ça. Mais en gros ça explique aux tout petits comment faire par exemple les maracas avec des pots de yaourt. Et je l'ai pris pour avoir des petites idées pour faire avec mes neveux. Ouais, pour faire des petits jardins magiques, un petit sandwich bonhomme, voilà. Enfin c'est rien de compliqué, c'est rien de rare. Mais quand vous avez des enfants à garder, parfois ça fait du bien. Comment faire un petit moulin, comment faire une petite fleur à offrir, un petit lampion de Noël, un petit bateau en noix, voilà. Parfois voilà, on cherche des idées. Honnêtement ça aussi je vais pas vous donner un avis dessus. Déjà le livre est vieux, il est pas dans un très bon état. Et c'est pour me donner des idées, quelques idées par-ci par-là pour avec mes neveux qui sont encore petits. Donc voilà. Alors j'ai eu La Princesse et la Couturière qui est dans une édition hardback. C'est trop lourd pour mes mains. Ça va être le défaut du bouquin. Donc ce livre on en entend parler depuis des siècles sur Bookstagram, etc. C'est Le Prince et la Couturière, pardon, de Jen Wang. Oh, le chapitre 1 c'est un patron, j'adore. Et c'est un patron avec des repères, j'adore. Et donc c'est le prince qui organise un bal. Et je vois là sur la première page, toutes les jeunes femmes éligibles sont invitées à assister au bal royal du printemps afin de célébrer le 16e anniversaire du prince. Son Altesse est impatiente de faire votre connaissance. Et donc en fait c'est le prince Sébastien qui cherche sa future femme, enfin ou plutôt c'est ses parents qui veulent lui trouver une épouse. Donc là ça commence comme un conte de fées un petit peu traditionnel quoi, hein. Mais Sébastien il est trop occupé à garder son identité secrète à l'abri des regards indiscrets, puisque la nuit il revêt les tenues les plus folles et part conquérir Paris sous les atours de l'époustouflante Lady Crystalia, l'icône de mode la plus courue de toute la capitale. Donc voilà, on est plutôt sur quelque chose, sur une histoire de transformisme. Je ne sais pas si le prince est transgenre ou si c'est plutôt voilà, je vous dis un artiste transformiste à voir. Mais je sais que voilà, la bande dessinée avait quand même été pas mal plébiscitée. Donc je suis très contente d'enfin découvrir ce bouquin. Et enfin le dernier, et je vais être la première à le lire, c'est la bibliothécaire qui me l'a dit. C'était pas le même petit monsieur que d'habitude, c'était une petite madame qui était hyper adorable, hyper gentille. À chaque fois les bibliothécaires du bibliobus, ils sont pépites, ils sont géniaux. Franchement, ils font un métier et ils le font bien, c'est ça qui est génial. J'ai eu La Princesse et le Croque-Monsieur de Deya Muniz. C'est un nouveau, c'est publié chez Hachette, je pense, si je me trompe pas. Et là, je me souviens même plus de résumé, mais je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ça me semblait intéressant. C'est Lady Camembert qui veut vivre sa vie comme elle l'entend, c'est-à-dire sans devoir se marier, en tout cas avec un homme. Or, la loi de Gougère, absurde et injuste, ne permet pas aux femmes seules de prétendre à l'héritage familial. Et donc, à la mort de son père, elle se déguise en homme et elle est désormais le comte Cam qui va faire ses débuts à la capitale. Et c'est là aussi que parade l'audacieuse princesse Brie, militante passionnée, à la pointe de la mode et férue de croque-monsieur au fromage. Donc, entre Cam et Brie, l'attirance est manifeste.
qui fondra pour l'autre en premier. Alors je comprends pas le délire du croque-monsieur et du fromage, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ça a l'air d'être une bande dessinée féministe, peut-être ça que j'aimerais bien. Voilà, donc il y a un thème hein, très clairement sur les livres que j'ai empruntés, et je me rends compte en fait que ce bibliovlog sera quasiment exclusivement sur des graphiques. Donc voilà, je crois que je tiens en toute honnêteté mon titre, voilà. Donc bref, soit dit en passant, ma maman était en même temps avec moi. Elle a trouvé donc la biographie du prince Harry. Elle me dit tiens, il est là. Je dis bah je l'ai déjà lu, donc je vais pas le prendre. Elle l'a pris, et là-dessus la bibliothécaire nous a dit mais il y a aussi celui de Alan Rickman, celui d'Alan. Je dis Alan Rickman, c'est une grosse pavasse comme ça, et je voulais la prendre mais ma maman me l'a volé. C'est un bouquin que je veux, dès que j'ai vu qu'il allait sortir, je me suis dit dès que je le vois je l'achète, et j'ai oublié de regarder après quand j'ai été à la librairie, donc je vais aller l'emprunter à ma maman dès qu'elle l'aura lu. Je pense que je lui emprunterai avant qu'elle l'ait lu, mais bref. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Bref, très contente de la bonne pêche de cette fois-ci au Bibliobus. La compagnie, on se retrouve encore pour un segment de mon bibliovlog, parce que je vous ai oublié en fait depuis Perpète-les-Bains les gars. C'est pas bien du tout. Là on est le 4 avril. Si vous arrivez à le croire, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était le 13 mars. Et depuis, ben, j'ai lu assez rapidement après le passage du Bibliobus. Pourtant, je suis pas venue vous parler des bouquins. Et en plus, je sais même pas vous les montrer là, les remettre ici. Vous les avez vus lors de la précédente séquence. Oui, c'est ça, séquence. Parce qu'en fait, je les ai prêtés à ma voisine. Je lui ai dit, je pense que ça va te plaire, que c'est fait pour toi, etc. Elle m'a fait un retour positif sur au moins une des bandes dessinées que je lui ai prêté. Je sais plus parler. Donc j'ai lu sans plus attendre Le Prince et la Couturière de Jen Wang. Je vous avais dit, c'est un livre dont j'entends parler depuis des années. J'ai bien aimé mais sans plus. En fait, déjà moi je suis en mode c'est pas possible, parce que l'autrice a décidé, je pense que c'est une autrice, j'espère que je ne mégenre pas, toutes mes excuses si je fais ça, parce que l'autrice en fait a décidé que le prince était le prince de Belgique. Je suis belge si vous l'aviez pas remarqué avec mon accent, et en fait c'est pas réaliste, il s'appelle Sébastien, il n'existe pas, etc. Donc il faut se dire qu'on est dans un univers alternatif. Le roi en question n'existe pas non plus, même si il pourrait par certains aspects ressembler au roi Léopold, Léopold II, mais du coup la résolution de l'intrigue et la façon dont il a après d'accepter son fils ne fonctionne pas du tout. Donc c'est des bémols en fait, et donc moi je connais mon histoire belge forcément, et donc j'ai été en mode ça va pas. En fait on est dans une vision, une version fantasmée de la royauté par une américaine. Je pense que Jen Wang est américaine et que c'est voilà, qu'elle avait envie d'écrire une histoire avec la royauté dans un Paris de la belle époque, etc. Mais il y a beaucoup d'anachronismes et des choses qui n'existent pas, qui ne sont tout simplement pas possibles. Donc ça m'a laissé un petit goût de trop peu. C'est pas, j'espérais avoir quelque chose du même style que, comment elle s'appelle cette BD, Peau d'homme, voilà, Peau d'homme. J'espérais avoir quelque chose comme ça, une réécriture d'une histoire très connue, féministe, très connue, etc. Avec peut-être un petit côté fantastique, mais pas du tout, donc il n'y a pas de fantastique. C'est une espèce d'histoire romantique historique, voilà, une romance historique, on va dire ça comme ça, avec des sujets vraiment d'actualité, hein, par rapport à la transidentité, par rapport au fait au drag. La Mag du futur qui est en train de faire le montage de son vlog,
Et je me rends compte, donc on est en juin là, au moment où je fais le montage du vlog, j'ai tourné cette séquence au mois d'avril et je me rends compte que je suis plus du tout d'accord avec moi parce que Bridgerton est sorti et que c'est justement les critiques qu'on entend sur cette dernière saison, comme quoi il y a trop d'anachronismes, comme quoi ce qui se passe n'est pas possible, et blablabli, et blablabla, et la représentation est totalement fantasmée et ainsi de suite. Et je déteste entendre ces commentaires sur les réseaux sociaux et en fait en regardant cette séquence je me déteste. Je dis ben non en fait oui c'est une royauté fantasmée, il fallait que je prenne l'heure tout simplement comme un univers alternatif et donc je vous conseille de vous faire votre propre opinion sur ce bouquin et de vraiment le prendre comme un univers historique en effet un petit peu beaucoup fantasmé qui n'est pas véridique mais ça fait quand même plaisir comme histoire donc voilà. Parfois je dis du caca. Voilà, on peut changer d'avis. Il n'y a rien de mal à changer d'avis quelques mois après sa lecture. Bon, je vous laisse en ma compagnie dans le passé. Enfin, ça devient compliqué. Enfin bref, je vous laisse en ma compagnie. Parce que c'est au début on sait pas très bien si Sébastien est transgenre ou pas du tout. Moi je pense qu'il est plutôt drag queen plus qu'autre chose, mais je peux me tromper, je ne suis pas du tout une spécialiste du truc, du concept, j'y connais très peu de choses, donc je ne demande qu'à apprendre, donc n'hésitez pas à me dire si vous en savez plus, si vous avez lu la bande dessinée, vous placez la limite et où vous classez cela. Voilà, maintenant vous allez me dire c'est bien beau mais on sait pas de quoi ça parle. Enfin, ça parle d'un prince de Belgique qui s'appelle Sébastien. On est dans un Paris belle époque avec plein de belles robes, des robes opulentes, des tissus qui partent dans tous les sens, des balles comme on peut les voir dans les films, etc. Il y a un petit côté Bridgerton, je vais le prononcer à l'anglaise parce que ça m'a fait mal aux oreilles. Il y a un côté Bridgerton. Oh, j'ai vraiment eu mal aux oreilles. Je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je le prononce comme tout le monde alors que je suis prof d'anglais? Désolée, non. Non, je ne peux pas. Donc voilà, il y a ce côté-là, sachez-le, mais il y a rien d'audacieux comme dans, il y a rien de pimenté comme dans Bridgerton. Et donc on va suivre ce prince. Et en premier lieu, en fait, on commence pas l'histoire avec lui. En fait, on commence l'histoire avec une couturière dans une grande maison. C'est une des petites mains. Et il y a une cliente qui vient. Et qui dit c'est pas du tout ce que j'avais demandé, ça va pas, etc. Donc elle se retrouve à devoir faire la robe, mais en une soirée. Alors si vous avez déjà fait un petit peu de couture, vous savez à quel point ça peut vous prendre du temps. Donc déjà ça t'y crois pas, tu te dis elle va pas faire une robe en une soirée. Même si elle est hyper douée, etc. C'est pas possible. Passons outre, la robe est un véritable succès, mais il faut savoir qu'elle est absolument audacieuse et qu'elle rompt tous les codes. C'est une robe en voile ou transparent où on dévoile alors qu'en fait la personne est habillée, etc. Donc il y a une espèce d'empowerment qui est bien présent chez la cliente et elle adore ça. Donc son nom va vite circuler dans des cercles très prisés, jusqu'à ce qu'elle se fasse engager par un mystérieux homme qui vient dans son atelier, dans l'atelier de son patron, et son patron dit non mais c'est pas moi, pas responsable, parce qu'il a peur des emmerdes, et en fait il se fait choper son employé qui va aller travailler pour un mystérieux employeur, et elle va très vite se rendre compte qu'en fait c'est le prince de Belgique, Sébastien, qui aime se travestir. Et alors il dit je sais que je suis un homme mais j'aime bien porter des robes, ça me permet de me sentir d'une autre façon, etc. Et donc va naître une certaine complicité entre eux et un personnage en fait. Donc c'est pour ça moi que ça me fait penser aux drag queens. Et ils vont en fait parcourir les soirées avec leur nouvelle personnalité, etc. et se lier très fort d'amitié. Sauf que Sébastien peut pas révéler en fait qui est sa couturière, qui il est réellement, etc. Ce qui fait que sa couturière, dont j'ai oublié le nom, va louper plein d'opportunités et va louper la chance de sa vie et son rêve. Donc leur amitié est mise à mal. Voilà, donc il y a pas que le fait de se travestir qui est abordé dans cette bande dessinée. Il y a aussi l'amitié homme-femme, les rapports sociaux, les classes sociales en fait, et le rapport de force qu'il peut y avoir entre l'une et l'autre. J'ai trouvé ça assez intéressant, mais je suis restée un petit peu sur ma faim, tant du point de vue du dessin
que du scénario, c'était distrayant. Mais pour moi ça aurait pu être beaucoup plus approfondi, et le fait que ce soit en un seul tome, j'avais cette impression qu'il fallait vite aller plus loin et que ça aurait mérité peut-être 2 tomes au moins. Donc voilà, je suis ravie d'avoir fait cette lecture, mais c'est pas la lecture de mon année et la lecture que je garde en tête jusqu'à la fin de ma vie, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, donc je vous avais montré une deuxième bande dessinée ou roman graphique. Moi j'ai du mal à placer la limite entre les deux. Je pense que c'est plutôt un roman graphique, tout comme Le Prince et la Couturière. Donc c'est La Princesse et le Croque-Monsieur de Deya Muniz. C'est un petit ovni ce truc là. Donc j'avais dit aux filles qui me suivaient en stream quand je l'avais reçu, je dis je sais pas ce que je vais lire, je comprends pas le délire avec le fromage. Parce qu'on va suivre la princesse Brie et le comte Camembert, ou plutôt la comtesse Camembert. Donc on va commencer l'histoire à la campagne avec cette jeune fille qui a un esprit très libre, franche, et qui aime un petit peu ruer dans les brancards et dire aux gens bah non, bah c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas le faire. Et d'ailleurs elle refuse tous ses prétendants au grand désarroi de son père, qui veut pas la forcer mais qui s'inquiète beaucoup pour son avenir. Et il va lui dire en fait si tu décides de ne pas te marier, je peux le respecter, je peux totalement l'entendre, mais je ne serai pas là pour te protéger plus longtemps parce que je suis malade et donc je vais bientôt décéder. Donc cette jeune fille est ravagée et donc elle essaye de trouver, enfin elle se dit qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et son père lui propose une solution et lui dit il faut que tu renonces en fait à être une femme et que tu deviennes un homme et tu seras mon héritier, puisque là comme tu seras un homme, tu pourras hériter de ma fortune. Mais il faudra déménager, il faudra quitter la campagne, il faudra aller dans une maison que j'ai à Paris qui est enfin où je suis beaucoup moins connue, etc. Et donc comme ça tu ne garderas qu'une femme de chambre ou qu'une gouvernante, et comme ça tu pourras vivre ta vie en tant qu'homme sans qu'il n'y ait de scandale, mais n'oublie pas de ne pas en fait t'afficher en société. Et donc c'est ce que Cam va faire à son grand regret finalement, puisque son père est décédé et elle va vivre une vie de recluse. Alors que elle est à Paris et qu'il y a tellement de choses à voir, à faire, etc. Et donc il y a un jour, elle va pas résister et elle va aller au bal de la princesse Brie contre la fourrure. Alors ce qui est perturbant dans l'histoire, c'est qu'on est dans un univers rétro, donc historique, mais en même temps moderne. Donc on a des espèces d'anachronismes, ou c'est même carrément peut-être une uchronie. On a ces gens qui sont habillés à nouveau comme un Paris de la belle époque, ou peut-être même avant, avec une royauté, alors qu'on sait l'histoire de France, et donc non, il n'y a pas de roi, de reine, ni de princesse depuis longtemps. Et puis il y a ces objets de la vie quotidienne, qui sont modernes. Donc Cam par exemple, elle a une Switch, ils ont des téléphones, etc. Mais ils vont s'habiller comme dans Bridgerton et aller se promener au parc et faire des balades à cheval, etc. etc. Donc c'est assez surprenant, sachez-le. Mais donc le comte Camembert va rencontrer la princesse Brie et de là va naître une amitié vraiment très très forte entre les deux personnages. Le seul problème c'est que Cam est un homme, ou se prétend être homme, et la princesse ne le sait pas, et il y a des sentiments qui vont se développer de part et d'autre. Alors du côté de Cam, pas de surprise parce qu'elle le dit dès le départ qu'elle aime les femmes. Du côté de Brie, elle aime les hommes, quoi, donc voilà. Et de quiproquo en quiproquo, de soirée en soirée, d'amitié en amitié, on va avoir un grand drame et des cœurs brisés. Honnêtement, je pensais pas être aussi touchée par ces moments-là, mais j'étais limite en train de chialer en lisant cette bande dessinée. J'étais là, oh mais je comprends tellement, moi aussi j'ai eu le cœur brisé, blablabla. Et c'est comme ça qu'on sent quand on pense que la relation ou que la relation peut pas se passer, etc. Donc voilà, quand Cam est en pleine déprime parce qu'elle a le cœur brisé, je me suis vue moi et j'étais là en mode je comprends tellement, et j'étais toute émotionnée et avec les larmes aux yeux. Voilà, je vais pas aller plus loin dans le résumé de l'histoire. Je dois dire aussi que dans cette BD, dans ce roman graphique, j'ai été beaucoup plus sensible aux dessins qui sont très travaillés.
Dans le premier, le Prince et la couturière, on avait des traits assez arrondis. Ça me faisait penser à Tintin, très honnêtement, à la ligne claire d'Hergé. Mais bon, est-ce que j'ai raison ou pas? Ça, voilà, hein, je suis pas du tout une spécialiste, mais là le dessin est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus chargé, avec beaucoup de détails, etc. Les expressions aussi sont vraiment chouettes. Et puis alors vous avez un petit côté manga, parce que parfois les personnages sont dessinés comme dans les mangas, avec des expressions vraiment ouah, je suis énervée, ou je comprends rien à ma vie, etc., etc. Donc ça avait un petit côté attendrissant. Après il y a de la meringue tant que vous en voulez, du rose bonbon partout. Voilà, et j'ai trouvé ça assez chouette aussi, parce que les deux personnages principaux s'opposent dans leurs couleurs. On a Brie qui est tout le temps habillée en rose, telle une véritable princesse, très féminine, très candide. Et puis on a Kiam qui a un peu ce beau mâle brun, vous voyez, cet homme sombre, mystérieux, pour lequel la princesse craque. Tu dis, c'est tous les clichés en fait de toutes les romances, et en fait c'est une femme, et voilà. Et sachez aussi que ça se finit bien, donc ça c'est cool. Je m'attendais pas à cette fin là, donc j'étais contente pour les personnages, bizarrement, comme si c'était des copines, alors que non, ce sont des personnages de livres. Donc voilà, c'était une belle lecture. Sinon, est-ce que j'ai avancé dans le nettoyage ethnique de la Palestine? Pas du tout, je l'ai commencé, mais j'ai juste lu le prologue qui était un petit peu longuet personnellement, et qui m'intéressait pas tant que ça. Moi je voulais vite passer au reste, et donc ça m'a un peu bloqué et j'ai pas beaucoup avancé. Mais dès que j'aurai fini de tourner, je vais aller me plonger un petit peu dans ce livre pour 1 heure ou 2 avant mon stream, parce que il drache sa mère. C'est pas à pleuvoir, c'est une douche d'or. J'étais vraiment de bonne volonté, de bonne composition. Je voulais aller promener mon chien dans les bois, mais je sais qu'elle va souffrir, elle va vouloir faire demi-tour. Déjà là dans le jardin, elle veut pas aller faire ses besoins, donc c'est même pas la peine quoi. C'est même pas la peine. Du coup, c'est la bonne excuse pour lire un bouquin après. Voilà, alors est-ce que je vais vous revoir pour vous parler de ce dernier livre? Je l'espère. J'espère que voilà, la vidéo sera pas trop longue, mais à mon avis c'est raté, elle sera très longue. Toutes mes excuses pour ça. Je serai plus concise pour le prochain bibliovlog, croisons les doigts, je l'espère. Et voilà, et si je vous retrouve pas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de vous être enfilé 1 heure de bibliovlog, parce qu'à mon avis on doit pas en être loin. Donc merci pour votre soutien. À toutes.